J'ai interviewé un vampire. Dans cette émission, il va nous expliquer comment, à la tombée de la nuit, il opère pour s'abreuver de sang. Où il vit, quels sont les avantages d'être un vampire, et surtout, comment en est-il arrivé là? Parfois, il regrette. Générique. Salut à tous, salut à toutes, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va évoquer les vampires, en tout cas du moins un vampire hors norme, hein. On va un petit peu en parler puisque c'est aussi le sujet du livre de Patrice Ratier, mon intervenant d'aujourd'hui, mon invité d'aujourd'hui, qui est donc l'auteur de Dernier Souffle. On va y revenir, hein, parce que c'est donc une novélisation, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Patrice, une novélisation donc d'un film indépendant. Ça aussi, tu vas nous en parler. Un film qui est sorti donc dans les années 90-90, si je le dis à la française, bien sûr. Et donc, tu as effectivement adapté ce film indépendant en livre, avec bien sûr l'autorisation de l'auteur, Jérôme Arovas. Alors, c'est Arovas ou Arovas? Comment est-ce qu'on dit? Arobase. Arovas. Ouais. Donc, avec son approbation, et d'ailleurs, ça a été très, très bien accueilli. Donc, voilà, mon cher Patrice, comment vas-tu? Eh bien, écoute, je vais très bien. Je te remercie déjà avant toute chose de m'accorder un petit peu de temps dans ton émission. Donc, j'espère que cet entretien pourra plaire à tes abonnés. Ben, je l'espère aussi, j'en suis sûr, parce que de toute façon, voilà, comme ils le savent, j'invite que des gens De euh, qualité. de qualité. Oui, oui, ici on ne fait pas dans le médiocre, n'est-ce pas? Et surtout par rapport au sujet aussi. Je n'invite pas qu'un invité, je n'invite pas qu'un livre. C'est très important à dire. J'invite surtout un sujet qui, encore une fois, fait couler de l'encre, si je puis dire, à défaut de faire couler du sang. Et du sang, d'ailleurs, il faudra d'ailleurs du sang-froid pour arriver à lire tout le bouquin de Patrice, bien que certains l'aiment chaud, si j'ose dire. Et donc voilà, effectivement, c'est donc une histoire d'un vampire. Alors, l'histoire d'Alex, qui est, comme toi et moi, un être humain, et qui malheureusement va vouloir passer à l'acte du suicide. Est-ce que tu veux un tout petit peu nous faire le topo? Vu que c'est une nouvelle, je dis déjà aux auditeurs qu'on va pas tout dévoiler puisque c'est une nouvelle, donc forcément c'est un livre qui d'une bonne centaine de pages qui se lit quand même relativement facilement. Donc si vous n'aimez pas la lecture, allez-y, foncez parce que c'est vraiment ça vaut le coup. Et on va en reparler ça à la fin, bien entendu. Mais voilà, Patrice, je te laisse enfin la parole. Ben, en fait, effectivement, l'histoire présente Alex, un jeune homme qu'on découvre proche du suicide au tout début de l'histoire. Et malheureusement, ou heureusement, mais plutôt malheureusement quand même, il fait la connaissance de trois personnes qui s'avèrent être des vampires et qui le conduisent vers, on peut dire, le côté obscur de l'humanité. Oui, Donc, c'est pour lui, on va suivre un petit peu son cheminement et qui sait, peut-être sa rédemption aussi. Donc, c'est vrai voilà. qu'il y a plusieurs phases dans l'histoire, même si elle est assez courte, on peut le suivre sur plusieurs phases différentes. Oui, c'est très intéressant d'ailleurs ce livre parce que quelque part, il me rappelle un petit peu justement le film, on en parlait justement en off, Entretien avec un vampire, où il y a finalement au-delà de l'hémoglobine, au-delà du pieu, au-delà de l'attrait pour les coups féminins ou masculins, hein, puisque je crois qu'il n'y a pas de problème avec ça, les coups en général qui sont des zones d'ailleurs érogènes aussi, il y a une symbolique aussi derrière tout ça. Mais au-delà de tout ça, au-delà de cette symbolique qu'on connaît finalement dans les contes, dans les films, etc., il y a aussi une grosse part psychologique. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, où finalement on intègre plus l'être ou le mal-être Ouais, en du héros, l'occurrence. là pour le coup, et plutôt que voilà juste bêtement dire voilà gna gna gna, issu du sang, c'est un vilain.
Et donc c'est en ça que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et c'est pour ça vraiment que c'est un livre qui se détache des autres finalement, des autres bouquins là-dessus, hein, bien que j'en ai pas lu beaucoup, mais voilà, c'est vraiment un livre encore une fois qui peut être, comme tu dis, comme tu l'as très bien dit, lu sous toutes ses coutures. Alors justement, on parlait de ça il y a 2 minutes, donc c'est un film, enfin c'est à la base un film donc indépendant où tu as participé d'ailleurs. Eh bien, en fait, j'incarnais moi le héros. À l'origine, le héros, j'incarnais Alex. Génial. Et en fait, ce film, donc c'est quelque chose qui nous a occupé à l'époque, donc en 94, qui nous a occupé pratiquement une année complète. Donc, on en était bien évidemment très fiers et très heureux. Mais il faut reconnaître qu'avec les années, bon ben, les choses ont vieilli. Hein, il n'y a pas que nous. Les effets spéciaux ont vieilli, beaucoup de choses ont vieilli. Et ce film était difficilement montrable aujourd'hui parce que voilà, les gens n'en voyaient que les choses négatives en fait. Et perdait la concentration au niveau de l'histoire. Alors que pourtant, l'histoire me semblait vraiment ultra intéressante. C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une version littéraire pour permettre donc aux lecteurs de pouvoir s'imaginer les choses, plus que de les voir avec un côté un peu ringard des années 90. Donc voilà, c'était un petit peu le but. J'ai toujours cru en cette histoire. Oui. Et puis je suis content que rétrospectivement, les faits m'aient donné raison puisque les retours sont plutôt positifs. Beaucoup de gens m'ont dit, ben, si on avait su que c'était ce type d'histoire, on n'aurait pas forcément acheté le bouquin. Voilà. Mais on s'est laissé prendre au jeu. Comme c'est assez court, l'histoire avance assez vite. Et malgré le contexte vampirique qui peut refroidir certaines personnes, eh ben, ils se sont laissés avoir par l'histoire et c'est quelque chose qui m'a fait très très plaisir et qui m'a donné effectivement un gain de cause in fine. Oui, parce que quelque part, voilà, c'est. Alors, on va pas tout révéler, bien sûr, c'est une histoire aussi sentimentale. Hein, voilà, on va pas trop dévoiler quoi que ce soit ici, mais en gros, c'est une histoire qui peut être de toute façon adaptée un peu à tous les milieux. J'ai envie de dire, on pourrait remplacer Alex il a fait un pacte avec une secte satanique. Il aurait pu Mmh. faire un pacte avec des gros lobbies aussi, tu vois. Je veux dire, ça Oui, pourrait être. oui. Enfin, on peut absolument adapter l'histoire si on veut sous tous ces aspects modernes, on pourrait dire ça comme ça, et sans rentrer non plus voilà dans cette mythologie qu'on connaît ou qu'on connaît mal, j'ai envie de dire, parce que c'est relativement tabou. Dracula, voilà, en général, les vampires, tout ça, c'est toujours mis un petit peu. Il y a des très beaux films, justement, des beaux livres aussi, je pense, Ouais. mais grosso modo, c'est toujours mis un peu à l'écart parce que, voilà, les vampires, tout ça, c'est une histoire qui n'existe pas. Et pourtant, on a déjà évoqué sur la chaîne, ça je vous invite à aller voir aussi, chers auditeurs, et même toi, Patrice, si tu veux, c'était donc Charlie Sanson qui était venu nous parler de la momie de Venise. En fait, c'est le culte du sang. Et donc, juste là, je fais vraiment une petite parenthèse rapidos, puisqu'il parle notamment de la famille Barbaro, qui est donc à Venise, Barbaro, barbare en fait, hein, qui pendant des siècles ont fait couler le sang, ces gens-là, donc au sein de leur famille, et pas que. Et on prétend que ce serait donc une famille de vampires, en fait, carrément, avéré. Il y a aussi Jean-Paul Bourg, qui est un auteur, un écrivain d'ailleurs, qui a fait beaucoup de livres. Et donc, il a aussi écrit dans les années 70-80 Le culte du vampire aujourd'hui. Et lui, en fait, il a rencontré, il a côtoyé des personnes qui ont connu le comte Borolo Jovac, qui était donc un Roumain. Alors lui, il n'est pas Oui. connu, hein, vous le trouverez pas sur Google, mais lui notamment avait bien dit dans son testament qu'après sa mort, il fallait absolument donc lui planter le pieu dans le cœur et lui découper la tête parce que ça c'est important aussi quand on veut bien faire les choses. Bon appétit. Et et en gros, c'est ça. Voilà. Donc, ce comte Borolojovac, comme explique justement Charlie Sanson, donc toute sa famille, en fait, avait été atteinte par une sorte de virus, en fait, comme par hasard, qui en fait, comme la peste, vraiment se propage à vitesse grand V et voilà, en fait, tout le monde peut devenir vampire. Alors, un truc très intéressant par rapport au bouquin, alors là, on peut le révéler parce que mais c'est intéressant. Je ne le savais d'ailleurs même pas que tu expliques, enfin,
en tout cas dans le livre, que les vampires, en fait, ils peuvent soit tuer la victime, soit ils peuvent carrément, comment ce que tu pourrais dire, c'est l'adouber ou Transforme. la... Ouais, voilà. Prendre possession d'elle, mais en faisant justement quelque chose de différent. Ça, je savais pas, en fait. Enfin, je... En fait, c'est vrai que dans le film, sans trop en prendre conscience, en fait, on avait un petit peu modifié toute la mythologie du vampire. On a un petit peu modifié des petites choses. Et en fait, ce sont des actions qu'on a fait au moment de tourner, mais sans vraiment prendre conscience de tout ce que ça impliquait derrière. Et c'est quand j'ai écrit le livre que je me suis dit, ah oui, mais s'ils font ça, ça implique qu'il y ait tel changement, qu'il y ait telle chose qui soit pas forcément conforme avec ce qu'on pense savoir des vampires. Donc, ça m'a permis effectivement alors je vais pas dire de dépoussiérer, mais de donner un regard nouveau sur certains aspects de la mythologie communément admise sur les vampires, Ah, effectivement. c'est vraiment très, très, très intéressant. Vraiment une information qui, pour moi, enfin, me parle beaucoup parce que je pense qu'effectivement, il y a... Alors, si on part du postulat que les vampires existent, bien sûr, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être tout à fait probable et voilà, donc le fait de pouvoir tuer ou le fait de pouvoir justement en faire finalement un allié à part entière, hein, comme Alex justement Voilà, tout à s'est fait fait. en tout cas prendre par ces trois vampires qui lui ont donc offert ce contrat, mourir ou finalement ou mourir quoi. En fait, il n'a pas le choix. Et même, en fait, il y a même, dans mon bouquin, il y a même deux façons en fait d'être transformé en vampire. Oui, c'est ça. Soit on est plutôt consentant et ça implique certaines choses, soit on l'est moins et ça implique d'autres choses en fait. Voilà, c'est ça, pour ne pas Il tout révéler, mais effectivement, c'est y avait des très, très, petites très intéressant. différences. C'est des nuances qui sont importantes, non? Je trouve que c'est vraiment bien de les avoir soulignées dans le livre. Alors justement, tu parlais aussi en off que il y a eu donc des modifications. Euh, le film étant à petit budget, je présume. Bien C'était sûr, quoi? bien sûr. C'était pour en venir au film. C'était juste un court instant. Est-ce que c'était un film d'études? C'était un film vraiment installé à vocation professionnelle? Comment? Alors, en fait, le réalisateur du film, qui a donc créé l'histoire d'origine, qui est mon ami Jérôme Arovas, à l'époque faisait des courts-métrages. Il était effectivement dans une école de cinéma. Et son père, il a eu la chance d'avoir un père qui faisait du montage vidéo. Donc, qui avait tout le matos nécessaire. À l'époque, une table de montage, enfin, c'était vraiment dans les années 90, pas grand monde avait ça à domicile. Donc, on a fait quelques courts-métrages. Et puis, un jour, on s'est dit, bah, ça serait une bonne idée de faire quelque chose d'un peu plus ambitieux. Et Jérôme a été très fortement influencé par deux films de vampires, qui sont en l'occurrence The Lost Boys, qui s'appelle Génération perdue en français, et Near Dark, qui s'appelle Aux frontières de l'aube en français. Ces deux films de 87 qui présentent des vampires plutôt bad boys, contrairement à Entretien avec un vampire, où on a des personnages plus sophistiqués, plus nobles. Voilà, là, ces deux films de 87 montrent vraiment des vampires à limite punk à chien, quoi. C'est pas du tout la même façon d'appréhender les choses que dans les romans de Anne Rice. Donc, on s'est dit, bah voilà, on pourrait faire un projet un peu plus ambitieux que ce qu'on fait d'habitude, en s'inspirant un petit peu de ces films-là pour donner une version un peu new look aux vampires qu'on pourrait mettre en œuvre. Voilà, c'est comme ça qu'est né le projet. C'est génial, c'est vraiment. Et alors donc, il a été diffusé à ce moment-là dans les Alors, salles, comment ça s'est non, passé? Non? le film, en l'occurrence, il a été fait à l'origine pour vraiment le groupe d'amis qui a participé. Hein, on était une vingtaine de personnes. Néanmoins, à l'issue du tournage, on a fait une projection pour tous les gens qui nous ont aidés, c'est-à-dire on était une bonne soixantaine, dans une salle à Nîmes, puisque tout le film Ça se déroule à passe à Nîmes. Nîmes. Et voilà, donc le film a été projeté uniquement à ce moment-là. Il a été projeté en 2019, à l'occasion des 25 ans, où je me suis attelé à rassembler toutes les personnes de l'époque pour faire une projection anniversaire pour ce film. Voilà, c'est les deux seules et uniques fois où il a été projeté. Ah, c'est génial. C'est génial. On trépigne, on a envie de le voir, nous, ce film. Alors, en fait, c'est très compliqué de voir ce film pour deux raisons, en fait. Il y a vraiment deux raisons très, très spécifiques. C'est un, je n'ai pas forcément les droits à l'image des personnes qui ont joué à l'époque, parce qu'il y a des gens avec qui je ne suis plus en contact et tout, et on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi Ah avec non, les... non, non.
Et secondo, on avait utilisé beaucoup de musique. C'est un film qui lorgne un peu vers le vidéoclip parfois parce qu'il y a vraiment beaucoup de musique. Et évidemment, comme ça n'a jamais eu une vocation à être diffusé au grand nombre, on n'avait pas les droits pour les musiques. Donc, voilà, on voudrait pas s'attirer aussi des problèmes pour cette raison aussi. Donc voilà, c'est ces deux points qui font qu'aujourd'hui le film il est réservé au À une privé, élite. pas une élite, mais Non, en mais... tout cas aux gens qui ont participé à l'époque. Et donc le bouquin, toi, c'est en 2019 que tout d'un coup, lors d'une discussion, lors de cette réunion, tu as En fait, tu voilà, as idée de... c'est ça. C'est un petit peu avant la projection de 2019. Je me suis battu. Ça serait sympa pour les gens qui vont venir, mais qui connaissent rien au film, de leur, comment dire, de leur teaser un petit peu le film d'une manière différente. Donc, j'avais fait une première ébauche du bouquin, qui était beaucoup plus courte, hein, à l'attention de ces gens qui ne connaissaient pas ce projet et qui allaient débarquer dans cette salle et voir ce truc un peu amateur. Voilà, je voulais un petit peu les préparer, les amener à ce qu'allait être l'histoire. Et puis, j'ai trouvé que le résultat était pas si mal, nécessitait quelques modifications et devait être peaufiné, mais voilà, donc de fil en aiguille, j'ai un petit peu étoffé le récit pour en faire la version finale qu'il y a désormais dans le livre. Magnifique. Et tu as même d'ailleurs NN7, comme on dit, ça on n'en parlera pas plus, mais il y a un épilogue donc à la fin forcément du livre. Voilà, Tu as tout à toi fait, construit que j'ai fait. et qui presque limite fait presque office de cliffhanger. Hein. Donc cliffhanger, pour ceux qui savent pas, ça pourrait être amené à faire une suite en fait. Hein, mais Voilà. Alors, personnellement, en tout cas, je n'envisage pas de faire de suite au bouquin. Je veux que vraiment les lecteurs fassent leur histoire eux-mêmes. Après, il n'est pas exclu que je fasse d'autres choses autour de Dernier Souffle un jour, mais ça ne sera pas une suite, par contre. Ça, c'est clair et net. où certains personnages pourraient être pris, le commissaire Ça par pourrait être exemple. un spin-off. Voilà, ça pourrait être. Il y a des choses à exploiter qui sont à peine esquissées dans le bouquin, mais qui pourraient être développées à côté. Un épilogue Mais qui a d'ailleurs été bien accueilli par Jérôme, hein, puisque voilà, chaque voilà, fois, tout donc, à fait. tu lui soumettais un petit peu quand même, et voilà, et donc, il Voilà. t'a même encouragé, et donc ça, c'est magnifique. Ah oui, oui, avoir l'aval de l'auteur original, Voilà, c'est. exactement. Alors, toi, Patrice, parlons un petit peu de toi. Toi, c'est ton premier ouvrage. Est-ce que tu as déjà écrit auparavant? Alors, j'ai écrit des publications de fans, par exemple, pour des fanzines, des choses comme ça. Mais non, c'est vraiment mon tout premier ouvrage. D'ailleurs, ça me fait bizarre qu'on m'appelle auteur, euh, Ah bah oui, bah, si. auteur d'un livre, mais bon, Ah oui, oui, mais auteur quand même, parce que voilà, pas dès que plus qu'on peut quand on est l'auteur que d'un ouvrage. si tu composes une musique, t'es forcément compositeur, en tout cas Forcément, le forcément. temps d'un morceau, même si tu n'es Faut pas qu'il y fasse. compositeur, voilà. Voilà, Ah mais c'est un métier comme un autre et je tout à trouve que fait. voilà c'est honorable je trouve. Et donc oui donc effectivement alors toi personnellement le monde des vampires est-ce que ça t'inspire justement est-ce que ça te parle ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est complètement étranger jusque justement au tournage de ce film. Non, ça m'était pas étranger, hein. Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui tournait autour de l'horreur. Donc, les vampires font partie du panthéon des personnages horrifiques. Donc, ça m'a toujours intéressé, hein, effectivement. Mais après, c'est vrai que d'en incarner un, même de façon très modeste, c'était une belle expérience. Je reconnais que c'était une belle expérience. Ouais, c'était un personnage haut en couleur, Alex, hein, en tout cas, un personnage qui a. On peut vite se. Bah, je veux dire, on pourrait se comparer parce que c'est un homme comme les autres à la base, je veux dire. Donc Ah, il a, complètement. et c'est même un vampire dissident. D'ailleurs, ça, je vais pas non plus trop en parler, mais voilà, il n'est pas comme les autres. Et c'est là où finalement, c'est là non pas le nœud, mais le sujet principal du livre, c'est vraiment, c'est mettez de côté tous les, toutes les idées que vous avez sur les vampires et plongez-vous dans ce livre et vous comprendrez que voilà, les vampires, ce n'est pas que ce qu'on vous montre, messieurs, dames. Voyez pas tout ce que vous voyez. Non, surtout pas. Ça, je crois que les auditeurs le savent déjà depuis que je fais l'émission. Enfin, certains. Mais et voilà, chacun a son rythme, hein, comme je dis à chaque fois. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas un jugement. Par contre, pour rebondir sur ce que tu disais, que c'était un homme comme les autres, en fait, le fait que je l'ai ancré aussi dans la ville de Nîmes, parce que c'est
Nîmes dans le sud de la France, hein, si toutefois vous avez des On- Des doutes sur l'accent. accents, voilà, voilà. Donc c'est une ville qui est très connue pour son patrimoine romain, pour ses activités de Pentecôte, tout ce qui tourne autour de la tauromachie, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein. Mais voilà, elle est très connue pour ça. Et c'est vrai que c'est une ville qu'on n'associe pas forcément à une histoire de ce type. Donc, je trouvais ça vraiment sympa de garder la ville, de l'ancrer vraiment dans ce qu'est la ville, dans ses rues. Je donne beaucoup d'endroits, je cite beaucoup de noms de rues, de boulevards pour que les gens puissent éventuellement un jour aller à Nîmes et se dire ah bah tiens là il s'est passé tel truc dans le bouquin. En fait, je suis très fan des lieux de tournage, que ce soit de cinéma, de séries télé, voilà. Donc j'aime aller sur les lieux de l'action, prendre des photos, tout ça. Et je me suis dit en écrivant ce bouquin que ça serait vraiment génial qu'un jour il y ait des gens qui aillent à Nîmes avec dernier souffle sous le bras et qui se disent, ben voilà, là je suis sur le lieu de l'action, là il s'est passé tel truc. J'ai toujours eu cette chose en tête quand j'ai écrit le bouquin et je me suis dit, je vais donner assez d'infos pour que les gens aient des repères en fait, si un jour ils décident de se déplacer là-bas. Il faudrait que finalement la maison du tourisme limite vend ton livre sur le comptoir en disant voilà messieurs dames touristes, alors naturellement en version anglaise aussi bien sûr, mais enfin si vous avez des touristes étrangers, hein, mais je suppose que oui, Bien sûr. mais surtout oui, bah on est en France donc quelque part d'abord en français on va dire hein, quand même, mais n'empêche ça pourrait être sympa. Une idée hein, qui émerge comme ça là, qui me vient, qui nous vient. Alors c'est quelque chose que j'avais moi-même Ah, pensé, je te le cache pas. Mais comme nul n'est prophète en son pays, j'ai eu très peu de retours sur Nîmes, en fait. Et j'ai vendu mon bouquin dans toute la France, mais très peu à Nîmes, en définitive. J'ai eu du mal à convaincre les médias locaux, j'ai eu du mal à... Pourtant, je suis nîmois moi-même, l'histoire se passe à 100% à Nîmes, mais j'ai pas réussi à... C'est un petit peu quelque chose voilà, que je regrette. J'ai pas réussi vraiment à intéresser à Nîmes même. est-ce qu'ils auraient peur que ça ternisse éventuellement l'image de Nîmes? C'est peut-être cette Non, mais je histoire pense de... que maintenant, ça les intéressait pas, en fait. J'aurais fait un bouquin sur, je ne sais pas, l'architecture, les jardins. Ça aurait été plus consensuel. Mais dès que tu commences à parler d'une histoire fantastique, voilà, les gens, ils ont tendance à être un petit peu méfiants. Ouais, c'est ça. Hein. Je vais pas me répéter, mais c'est vrai que voilà, je le dis peut-être un peu à chaque fois maintenant, mais c'est vrai que en France, il faut être courageux d'être français en ce moment en France, et surtout pour parler de sujets comme ça. Parce que généralement, c'est vrai que, alors à part l'excellente émission Mystère qu'on avait dans les années 90-90, voilà, qui évoquait hein, finalement des phénomènes de vampirisme, de Mhm. poltergeist et compagnie, mais qui était, même si somme toute, il y en a qui rigolaient, c'était une émission avec le recul. Même si justement les effets spéciaux des documents, des reproductions, des reconstitutions étaient peut-être un peu niaiseuses, comme diraient nos amis canadiens, mais c'est surtout que c'était vraiment une émission sérieuse et il n'y en a pas eu beaucoup en France. Non, Et non. il est effectivement, il n'est pas de bon augure de parler de tout ça en France. Et je pense que voilà, il y a une chape de plomb. De toute façon, on le sait très bien en France, en Belgique. Alors en Belgique, je vais pas dire qu'on est peut-être pas plus ouvert que les Français, mais je crois que limite, je vais pas dire que voilà. En même temps, on accueille généralement, enfin, puisque j'ai fait des conférences, ça il faut le savoir, j'ai fait des conférences sur les orbes, le phénomène des orbes, donc les petites boules lumineuses qu'on voit sur les photos, en disant que oui, de temps en temps, ça peut être dépoussiéré, bien entendu, puis de temps en temps, ça peut être aussi autre chose. Mais je faisais des conférences et je voyais un peu le public réagir. Et alors, il est vrai que un Belge qui va en France, c'est tout de suite exotique. C'est tout de suite Paul Vort, c'est tout de Mhm. suite plus rigolo. Oui. Si c'est un Français qui fait la même conférence en France, bah, il va se faire beaucoup plus vite lyncher, dans le sens qu'il faut toujours tout remettre en question, il faut toujours apporter le rationalisme, toujours le côté scientifique universitaire. Enfin voilà, c'est chiant à la fin. Je veux dire, c'est à un moment donné, laissez-vous vivre quoi. Le monde est magique. Je veux dire, c'est que vous y croyez, que vous y croyez pas, que vous le concevez ou que vous le concevez pas. Chacun Laissez est un peu libre de le parler les penser. gens, quoi. Quoi? Chacun est libre de le penser. Oui, chacun a libre de le penser. Et puis, il faut pas oublier que c'est aussi, ça revient dire que finalement, on crache bah, sur toutes ces légendes, tous ces mythes qui, eux, sont bel et bien là,
qui sont soit écrits, alors il n'y en a pas beaucoup, hein, l'écrit, ça, bien entendu, qui sont soit gravés dans la pierre, avec des symboles, etc. Et justement, là, je te fais vraiment le petit bond. Est-ce que tu savais qu'au Père-Lachaise, il y a des vampires? Enterré? Oui. Donc Ah des non, je tombes, savais pas. non. Alors, on va encore me rire pour t'étonner, mais c'est pas grave. Il y a certaines tombes, certains caveaux plutôt familiales, où il y a donc des symboles de chauve-souris. Et c'est une enquête sérieuse, hein. Enfin, c'est une enquête sérieuse qui n'ira peut-être sans doute certainement jamais au bout, pour la simple et bonne raison que déterrer des morts, bah, ça se fait pas, voilà, surtout pas au Père-Lachaise. Pas comme ça, hein, surtout si on s'appelle Monsieur Lambda ou Madame Lambda. Euh, et mais effectivement, il y a des gens qui ont enquêté là-dessus, sur tous les symboles qu'il peut y avoir dans le cimetière du Père-Lachaise, et notamment donc cette chauve-souris, qui représenterait visiblement sur certains caveaux, donc des familles qui auraient eu des connexions avec des vampires. Hein. Faut pas oublier que le vampirisme aussi, on en a parlé il y a des années de ça, je sais pas si vous vous souvenez, chers auditeurs, et toi peut-être Patrice, que il y avait des gens qui souffraient, enfin qui avaient une maladie qui, là pour le coup, hein, qui existe, une maladie, je ne sais plus comment elle s'appelle, je mettrai le nom ici en bas, euh, qui a vraiment voilà des ressemblances, vraiment des points communs avec le vampirisme. Donc ce sont des personnes qui ont besoin effectivement d'hémoglobine, etc. Qui ne supportent pas le soleil, ça j'en ai connu malheureusement, des personnes qui ne supportent pas le soleil. Mais vraiment, hein, littéralement. Là, c'est même effrayant. T'as des gens comme ça qui disent non, non, le soleil, moi, je sors pas. Tu te dis quand même, c'est bon, d'accord. Le soleil, c'est la vie, les mecs, hein. Non, 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 non. Et enfin voilà. Donc il y a quand même le vampirisme a cette chose d'intéressante, quoi. Enfin, je sais pas, toi, ça te parlait? Tu avais déjà entendu parler de ça aussi, cette maladie, ces gens. Alors oui, oui, j'avais entendu parler de tout ça. Et c'est vrai, je pense que c'est au fil des siècles, en fait, toutes ces choses se sont un petit peu amalgamées, se sont un petit peu mélangées. Et c'est ça aussi qui a donné un petit peu l'image et les caractéristiques du mythe du vampire. Après, il y a évidemment le cinéma qui a renforcé tout ça énormément, hein, avec toutes sortes de visions. Mais c'est vrai qu'à la base, comme pour beaucoup de choses, il y a certainement un fond de vrai. Alors un fond c'est certainement voilà qui s'est transformé, qui a été extrapolé, mais évidemment qu'il doit y avoir quelque chose à la base, c'est certain. C'est certain. Et d'ailleurs, il y a même certains ésotéristes, pardon. Là, je fais une parenthèse aussi avec le sang, parce que je parlais d'hémoglobine. Euh, il- c'est vrai que ça peut paraître aberrant quand, au premier abord, un vampire qui a besoin de sang, alors que son corps, finalement, n'a pas besoin de sang, puisque, enfin, s'il a besoin de sang dans l'imagerie du vampire, mais l'hémoglobine, voilà, il n'en a pas besoin puisqu'il est mort, finalement, hein, par définition, c'est un être mort, mais qui est quand même physique, enfin, le vivant peut voir, en tout cas. C'est pas un fantôme, voilà, c'est ça que je veux dire. Et l'hémoglobine, le sang, en fait, ce serait juste un prétexte, mais pour dire que le sang a une vibration, et ce serait cette énergie-là dont ils auraient Oui, besoin, et non pas le sang liquide rouge. bien sûr, c'est plus peut-être une métaphore en fait C'est une de métaphore. l'énergie vitale que le sang à proprement parler. Oui. Exactement. Là, il faudra demander à un spécialiste, mais je pense qu'il y a de ça aussi. Et aussi, pour rebondir sur le sang, qu'est-ce que c'est que j'allais dire par rapport à ça. Bon, ça me reviendra, c'est pas grave, Patrice. Euh, Par rapport au sang. Donc oui, de toute façon, voilà, c'est clair que c'est un. Moi, je trouve ça intéressant et en même temps de revisiter finalement le monde des vampires, parce que il y a une revisite hein, dans la Oui, oui, il nouvelle. y a une... C'est carrément une revisite. C'est même voilà, une version un peu plus moderne. Hein, déjà, finalement, quand même en avance sur son temps, hein, en 94. Enfin, je veux dire, franchement, Ah ben en 94, à part ouais. ces deux films donc qui ont inspiré Jérôme, Mhm. on était encore sur les vampires de Christopher Lee, des films de la Hammer, ce genre de choses. C'est ça. Entretien avec un vampire est sorti peu de temps après en fait Dernier Souffle.
Voilà. Donc, Alors évidemment que Jérôme a lu Anne Rice, il y a forcément des choses qu'on peut retrouver, hein, ouais. mais le film en lui-même est sorti après, en fait. Donc voilà, peut-être qu'Hollywood s'est inspiré de Jérôme, qui sait. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans le film Vampire de John Carpenter, qui est sorti dans les, je sais plus, fin 90, je crois, euh, on retrouve certains clichés qu'il y avait dans Dernier Souffle, notamment ce qu'on appelle l'appel du sang, c'est-à-dire quand les vampires sont un petit peu en manque d'hémoglobine, leur vision se brouille, devient rouge et tout. Et ça n'avait jamais été montré à ma connaissance dans aucun film, mais on le retrouve dans le film de Carpenter de 97 ou 98. Je l'ai revu récemment et je dis, ah bah tiens, ça c'est une idée qu'on avait eue nous et qui se retrouve dans le film, c'est amusant. C'est évidemment le fait du hasard, mais c'est amusant. Oui, ben, à mon avis, mais bon, je crois que ça, c'est des sujets qu'on a aussi évoqués sur la chaîne, mais c'est vrai que bon, nous, le hasard, on connaît pas trop, en fait, si tu veux. Enfin, moi, en tout cas, et dans le sens que, mais c'est pas pour remettre en question ce que tu dis, hein, bien sûr. C'est simplement pour dire que je pense qu'il doit y avoir des inspirations qui font que c'est un, comment est-ce qu'on appelle ça, l'inconscient collectif, où finalement, bah, tout est inscrit un peu en nous et depuis des millénaires, depuis voilà, depuis des siècles. Et quelque part, ça ressort. Et à mon avis, il doit y avoir quelque chose de vrai là-dedans. La vision qui se trouble, ma foi, ça me fait penser presque au diabétique qui a pas son sucre et Oui, ou quelqu'un qui, voilà, ou qui a même des insuffisances cardiaques. Et encore une fois, tu sais, c'est ça qui est relativement, quelque part malsain, en fait, moi, par exemple, personnellement, le vampirisme, enfin, en tout cas, tout le monde de Dracula, le monde des vampires en général, c'est contrairement au loup-garou, contrairement aux fantômes, etc., contrairement à à tous ces ovnis, oui, à tous tous ces phénomènes, finalement, le monde Dracula est relativement noir, ça, on l'a compris, assez dark, hein. D'ailleurs, le bouquin, il y a des moments, voilà, faut s'accrocher, alors que bon, moi, il y a pas de problème, hein. Je supporte pas mal de choses, voilà, au niveau lecture, au niveau visuel, mais quand même, il est dark et ça, c'est vraiment bien rendu. Tu l'as vraiment bien fait ressentir. Nîmes, d'ailleurs, voilà, pour ceux qui ont déjà visité Nîmes, bah, vous verrez pas Nîmes de la même manière, quoi. Ça, c'est clair. non, Et Deuxio, parce que je m'écarte avec toutes mes idées, c'est que oui, c'est un monde relativement triste. En fait, un monde relativement triste dans le sens que bah, c'est dramatique en somme. Oui, Dracula, voilà, depuis le premier Dracula, disons, de base, mais toutes les victimes, après, il y a un côté qui deviennent aussi des vampires, des Dracula, hein, des suppôts de Satan, on pourrait dire ça comme c'est ça. ça. Mais c'est relativement triste. Et donc, par cette tristesse, par cette mélancolie, je trouve qu'elle a quelque chose de vrai. Tu vois, c'est parce que de nouveau, encore une fois, il y a une réflexion, il y a un effet miroir avec la société aussi, Tout à fait. la civilisation. Mm, Et, mm. Et en plus, c'est une tristesse qui dure indéfiniment, puisque ces gens-là sont immortels, en quelque sorte. C'est vraiment. Et pour ça, le film Entretien avec un vampire, je trouve, est vraiment très intéressant. Parce qu'on se rend vraiment compte des effets de l'immortalité, de ce que ça peut peser. J'aime aussi beaucoup le film Highlander, le premier, hein, uniquement le premier. Et voilà, là aussi, je trouve que c'est magistral la façon dont l'immortalité est mise en scène, la tristesse que ça peut apporter de perdre les gens qu'on aime. Et il y a un petit peu de ça aussi dans Dernier Souffle. Il y a un petit peu de ça parce que bah, c'est en quelque sorte la force de l'amour qui va faire que son immortalité va être mise en question. Donc voilà, j'ai essayé de m'imprégner un petit peu de ces sentiments-là autour de l'immortalité aussi. alors, justement, je disais à Patrice en off qu'en lisant le bouquin, ben, bon, c'est ce que j'avais déjà expliqué dans une autre interview, mais j'ai tout de suite les images qui me viennent. Alors, soit ça me parle, soit un bouquin va me parler, soit les images vont arriver, soit elles vont pas arriver du tout. Je vais pas me connecter forcément à l'écriture ou à l'ambiance, mais toi, tu as vraiment bien rendu ça. Et je disais, mais on a vraiment l'impression de voir presque un film, ben, une grosse production, en fait, mais en bouquin, avec juste de l'encre sur un papier ou en digital si vous voulez. Mais façon de parler, c'est du texte
c'est là toute la difficulté aussi d'écrivain, hein, franchement, c'est de pouvoir faire ressentir une ambiance, faire ressentir un lieu. Et là, en l'occurrence, voilà, il y a des scènes, un peu d'action, voilà, je vais pas dire plus, où on a vraiment l'impression de voir toutes les images qui seraient, mon Dieu, qui demanderaient mais une somme, un budget Eh phénoménal oui, pour, c'est l'avantage de l'imagination, c'est qu'avec quelques voilà. lignes, on peut vraiment Voilà. faire rêver, faire passer des choses incroyables. Alors que évidemment, dans le film de 1994, avec les pauvres moyens qu'on avait, c'était totalement impossible. Donc effectivement, j'ai pu me permettre d'extrapoler certaines scènes, d'approfondir certaines actions, de les rendre un peu plus incroyables. Parce que voilà, ça me coûtait que quelques lignes sur un clavier et ça agrémentait vraiment l'histoire d'un gros plus en termes d'action et en termes voilà, Mm. d'action palpitante en fait que pouvait avoir le lecteur, contrairement au spectateur du film qui se trouve un petit peu réduit par le budget, par notre savoir-faire, par beaucoup de choses. Est-ce que tu crois, bon là c'est peut-être une question un peu bateau, mais juste, c'est pas une question de pognon, hein, ce que je vais demander, mais il y aurait vraiment un producteur qui aurait les moyens éventuellement, il lit le scénario, il lit la nouvelle, tu dis tiens ça j'ai quand même envie d'en faire un truc. Est-ce que Jérôme, est-ce que toi, est-ce Bon, que ben, vous seriez prêt à... moi, je serais absolument prêt et plus que prêt. Parce que ce film, en fait, contrairement à beaucoup de gens qui ont participé, qui pour eux se contentent d'avoir un bon souvenir de quand ils étaient ados, euh, moi, quelque part, alors je sais pas si c'est parce que j'ai joué le personnage principal ou parce que j'étais plus impliqué, mais vraiment, ce film, il m'a jamais quitté parce que j'aimais l'histoire et tout ça. Donc, effectivement, si j'avais la possibilité d'en faire autre chose de plus abouti, ça serait vraiment génial. Et je pense que Jérôme aussi, il en serait ravi que son film d'ado se retrouve propulsé dans une sphère beaucoup plus importante. Quoi, c'est une belle histoire parce que c'est voilà quand même je crois que c'est quoi 30 ans après plus un Ouais, peu 30 ans. ouais L'année 30 ans prochaine, ça fera après 30 ans. 30 ans effectivement l'année prochaine. Ah, il y a quelque chose de prévu l'année prochaine pour ça du coup Alors, en fait, le livre à l'origine devait, j'avais envisagé de le sortir en 2024 pour les 30 ans. Et puis, la vie étant ce qu'elle est, je me suis rendu compte que beaucoup de gens auxquels je tenais n'étaient plus là. Euh, euh, et parfois des gens jeunes. Et je me suis dit, ben, c'est peut-être bête d'attendre un an de plus. Pas faire les choses quand on peut le faire. Peut-être l'année prochaine, je pourrais pas le faire. Donc, je me suis dit, tant pis pour la date anniversaire. Mais au moins, c'est fait et les gens peuvent le lire, on peut en parler. Et je suis heureux d'avoir fait, même si c'était 29 ans après et pas 30 ans après. et humainement en plus c'est vrai que voilà et tu as encore tu gardes encore des contacts avec certains acteurs actrices Alors oui, il y a pas mal de gens bien. avec qui j'ai gardé contact. Notamment en 2019, j'ai essayé de retrouver pas mal de personnes avec qui, par contre, je m'étais un petit peu éloigné, la vie étant ce qu'elle est, hein. Mais ouais, j'essaye de garder le contact avec toutes ces personnes, même si je reconnais que pour une grande majorité d'entre elles, comme je te l'ai dit, c'est un vague souvenir sympa de leur adolescence, hein. Voilà. Quand je me repointe, ah, tu te souviens du film que tu as fait il y a 30 ans? Voilà, c'est Et il y en a qui t'ont fait des retours aussi par rapport au livre, éventuellement, qui étaient contents ou pas trop, ou bon, c'est alors, des tabous, d'accord. là, on est encore dans le paradoxe. C'est que peu d'acteurs du film ont acheté le bouquin parce que je pense qu'ils ont eu l'impression de connaître suffisamment l'affaire pour. Ah, mais c'est pas la même chose quand même. C'est quand même pas la même chose. Je Voilà. n'ai pas vu le film, mais je sais que c'est pas la même chose. C'est certain. Alors, beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est facile de dire ça. On a préféré le bouquin au film. Mais évidemment qu'avec un regard de 2023, le film, on ne peut pas le voir avec les yeux qu'on avait nous en 93. Donc, pour moi, c'est un argument qui compte pas vraiment parce que il y a tout un aspect technique et visuel qui forcément on peut pas mettre sur le même plan le bouquin et le livre. Mais par contre, ce que je trouve bien et qu'on m'a aussi fait le retour, c'est que les gens m'ont dit, ben, on comprend mieux le film grâce au bouquin. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient à peine évoquées dans le film et que du coup, moi, j'ai pu approfondir vraiment dans le livre. Et ma femme, la première d'ailleurs, que je tiens à remercier d'ailleurs au passage, puisqu'elle a fait partie de la relecture
plusieurs passages de relecture dans le bouquin. Et elle m'a dit, ben voilà, il y a des trucs que j'avais même pas capté en fait dans le film, et que grâce au bouquin, ben voilà, je comprends mieux l'histoire, je comprends mieux les personnages, je comprends mieux les tenants et les aboutissants. Et ça, voilà, ça m'a fait plaisir. En tant que complément, valeur ajoutée au film, le livre, voilà, considéré comme ça me convient. Mais c'est bien la preuve que finalement, la lecture, c'est quelque chose qui ne sera jamais surpassé par le cinéma. On peut mettre tous les effets spéciaux que tu veux, on peut mettre toute la production, le budget que tu veux dans un film, aussi beau, aussi bien réalisé sont les films actuellement, surtout avec les moyens du bord, avec les moyens du bord, les moyens du moment, je veux dire, voilà. Euh, euh, ou là, je fais une parenthèse, mais moi, je préférerais l'animatronique à l'image de synthèse. On est bien d'accord. Voilà, qui est souvent plus froide, alors très très bien réalisée, hein, je dis pas le contraire, il y a aucun problème là-dessus, mais on Trop sait, bien réalisé, en c'est fait. trop bien réalisé, c'est trop Trop bien lisse, réalisé. c'est trop Oui. lisse. L'animatronique, c'est quelque chose. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est toute de la robotique en somme. Hein. Là, je vous fais le lien avec notamment, on en a parlé récemment dans une interview sur les loups-garous en France, le fameux loup-garou de Londres, où tu as Mhm. le type qui scène phénoménal. D'ailleurs, c'est simple, quand j'avais peut-être 12 ans, je lisais des Mad Movies. Hein. Mhm, pareil. Je- J'étais attiré par tout ça, alors que le film en lui-même ne m'attirait pas, et surtout, j'avais pas vraiment l'âge pour les regarder. Mais donc là, je pouvais, avec les images, rêver, entre guillemets. C'est c'est- 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 c'est paradoxal parce que c'est quand même relativement gore, mais rêver dans le sens que moi je voyais pas en fait le monstre, je voyais toute la technique derrière. Bien C'est ça sûr. qui m'intéressait. Donc c'est de la robotique et donc oui, le loup-garou de Et Londres. tu vois, moi, je trouve que autant pour les livres que pour le cinéma, que pour les effets spéciaux numériques et les effets spéciaux pratiques, il faut pas les opposer, en fait. C'est vraiment deux choses qui peuvent être franchement complémentaires. Et quand il y a vraiment la réciprocité, et quand c'est bien géré, ça peut être vraiment parfait. Un livre peut être complémentaire d'un film et inverse, et les effets spéciaux numériques peuvent vraiment être complémentaires des effets spéciaux pratiques et inversement aussi. C'est toute une question de dosage, je pense, et c'est ça qui fait la réussite d'un programme ou d'un film. En tout cas, vous serez pas, vous en sortirez pas indemne de ce livre parce que je pense, enfin indemne. Alors si, hein, vous inquiétez pas, je pense pas normalement un vampire qui va venir vous prendre la nuit. Alors s'il y en a déjà, c'est que c'est moi depuis longtemps. Hein, je rigole. Mais le livre va pas vous laisser indifférent parce qu'il y a quand même il y a plein d'émotions. En fait, il y a plein d'émotions. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il y a plein d'émotions négatives, tristes, joyeuses. Voilà, il y a toutes les émotions qu'on peut voir. Il y a tout le panel. Il n'y a pas que ce n'est pas que sombre. Oui, Euh, ce c'est n'est pas pas qu'une succession de scènes horribles, voilà. Non. surtout pas. Voilà, surtout pas. Il y a des flashbacks, enfin voilà, il y a tout ce que vous pouvez trouver. Encore une fois, je dis bien dans un film. Et, il y a de l'action aussi. Il y a de l'humour, il y a de l'humour noir. Là pour le coup, c'est pas ça qui manque. Hein. Mais donc voilà, c'est super. Super bien écrit, ça se lit super facilement, et pour quelqu'un qui, comme moi d'ailleurs, ne lit plus trop, c'est ce que je disais avec Patrice en off, franchement, si vous n'êtes pas trop habitué à lire, ben, vous allez voir, c'est une bonne centaine de pages, hein, à peu près 130, et franchement, ça se lit, mais en une après-midi, ou à votre aise, éventuellement en deux après-midi, et vraiment, ça marque vraiment l'esprit comme Entretien avec un vampire l'a fait au cinéma et qui, enfin, moi, voilà, moi qui m'avait beaucoup marqué aussi, parce que les films de vampires, justement, pour en revenir au cinéma, il y en a énormément, mais il n'y en a pas beaucoup qui marquent. Mm. Tu vois ce que je veux dire? C'est souvent un En peu. fait, quand j'ai fait la promo du bouquin, j'ai un peu occulté le fait que ce soit une histoire de vampire. D'ailleurs, tu as l'exclu hein, médiatique, puisque jusqu'à présent, j'avais occulté, je restais très vague, c'est une histoire fantastique, voilà. Mais comme quoi il y a moyen, comme quoi il y a moyen. Voilà. Mais en fait, j'avais peur que ce soit un petit peu repoussoir aussi de dire que c'est une histoire de vampire, parce que les gens peuvent imaginer qu'ils connaissent tout déjà sur ce type d'histoire et se dire mais qu'est-ce que ce livre va m'apporter de plus. Donc voilà, j'avais un peu peur de ça. Justement, ça va apporter une autre dimension au mythe, on va dire ça comme ça. Ça Et, apporte une pierre différente, voilà, ah on oui, peut dire. oui, complètement.
Complètement, vraiment, voilà, c'est pas rébarbatif, c'est pas si vous n'aimez justement pas les vampires, et ça je peux tout à fait comprendre parce que voilà, je suis pas forcément fan non plus. Moi, je suis plus dans le monde ufologique, voilà, les fantômes, tout ça, on va dire ça comme ça, tout ce qui est le paranormal dans sa globalité, mais les vampires, voilà, ça m'a jamais vraiment trop attiré parce que justement, il y a quelque chose de dérangeant. Et ce côté dérangeant, c'est la partie sombre qu'on a tous, en fait, qu'on a tous et toutes. Et je trouve qu'il faut l'explorer, faut la connaître pour connaître sa bonne partie, sa partie lumineuse, hein. C'est ce qu'on dit toujours un petit peu dans ces émissions. Et il faut connaître ce morceau-là, ce pan-là, qui fait partie de nous, tous. On est, dire que c'est pour ça qu'il faut absolument fuir tous les New Age qui vous disent je suis un être lumineux d'amour et d'eau fraîche. Non, fuyez ça parce que déjà le dire, c'est déjà Bien c'est déjà sûr. l'opposé quoi. Si tu l'es, si vraiment tu l'es, tu n'as pas besoin de le dire. On l'avait aussi évoqué dans une émission. Si tu es par exemple un haut, alors non pas un haut perché, mais quelqu'un d'ésotériquement d'une sagesse immense, bah, t'as même pas besoin de le répéter, limite, t'as même pas besoin de le dire, même pas besoin de l'afficher, et Mm. encore moins de faire des émissions pour venir le dire. Surtout pas. Et vraiment, quand tu l'es, bah, tu l'es, c'est tout. C'est la nature, elle l'est, par exemple, l'arbre est là, il est ancré avec ses racines, il vit, il, il se bat finalement bah, contre le climat, etc. Lui se bat vraiment contre le climat pour le coup. Petite parenthèse. Et voilà, et donc c'est voilà, en Et je vraiment suis une d'accord. histoire tout à fait parallèle, hein. Je suis d'accord avec ce que tu dis, puisque comme on l'a évoqué tout à l'heure, le sang, ça pouvait être une métaphore de l'énergie vitale, en fait. Ben, le vampire en lui-même peut être une métaphore du côté obscur de chacun, tout simplement. Donc là, le personnage du bouquin découvre ce côté obscur et essaie de s'en extraire, on va dire, à un moment. Donc voilà, il y a aussi cet aspect métaphorique sur ce qu'est l'être humain, sur la noirceur de l'âme, et le fait qu'on peut éventuellement aussi arriver à sortir de cette condition-là, hein, qu'il ne tient qu'à nous d'évoluer vers le positif. Exactement, Patrice. Et d'ailleurs, tu m'aides à rebondir sur ce que j'avais oublié il y a 15 minutes. Est-ce que ça t'évoque, toi, dit-on, ça aussi on en parle de temps en temps sur la chaîne, ou en tout cas on l'évoque, de ce phénomène des vampires énergétiques. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu as déjà... Alors c'est quelque chose que je connais peu, je t'avoue. Ouais. Ouais, non. Moi, je suis plutôt le vampire classique Oui. vu. Non, alors le vampire énergétique, ben, c'est simple, hein, c'est des personnes dans ton entourage, que ce soit des amis, de la famille, des collègues, du boulot, etc. Des gens qui en fait qui viennent te vraiment pomper complètement ton énergie. D'accord. Des gens Euh, toxiques. des gens toxiques, voilà, des gens toxiques, des gens qui arrivent à. Toi, tu te réveilles avec un sourire grand comme ça, et le soir, t'es complètement anéanti, complètement. Enfin, t'es pompé, quoi. Voilà, je sais pas Ah dire. ouais, une sorte d'oppression mentale, en fait. Voilà. Et c'est un terme qu'on utilise en fait pour voilà vampire énergétique parce que quelque D'accord, part d'accord, il y a d'accord. cette notion de non pas de sucer le sang de quiconque ou d'autrui, mais de pomper vraiment l'énergie. Et je pense qu'encore une fois voilà on pourrait refaire bah, ce parallèle avec Bah, symboliquement. d'ailleurs, dans mon livre, il y a un petit peu un parallèle avec ça, puisque Oui. ils arrivent à gagner quand même des pouvoirs un peu psy, Oui. donc qui malheureusement pèsent négativement sur les victimes auxquelles ils s'adressent. Donc Voilà. voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idée aussi avec Dernier Souffle. Eh ben, tu crois pas si bien dire, parce que ces gens, ces personnes, ces vampires énergétiques, alors en général, effectivement, s'abreuvent de ça, hein, de pomper l'énergie. Alors, ce sont des personnes qui ne le font pas sciemment, je précise, hein, dans les commentaires, vous le direz aussi, mais c'est pas forcément des personnes qui se disent vampires, hein, absolument pas. Elles ne le savent même limite pas. En fait elles sont, encore une fois, elles sont là pour le coup dans quelque chose de négatif. Ça peut être par rapport à leur vie, ça peut être par rapport à leur éducation, ça peut être par rapport à tout ce qu'elles ont vécu dans leur vie, les malheurs, et c'est triste. Ça reste bien entendu bah, dramatique quoi pour ces personnes-là. Mais du coup, ce sont des personnes qui ont besoin de gens, enfin de personnes positives, si tu veux, qui elles pensent qu'elles vont pouvoir s'appuyer en fait. Si tu veux, c'est un peu, voilà, imagine quelqu'un qui est dans l'eau et voilà, euh,
la fin du Titanic, hein, la fin du film, il prend la barque, hop, il jette Kate, l'actrice, il la met à l'eau, Jack revient sur la planche, et hop, et voilà, et lui, il s'en sort. En fait, c'est à peu près ça. À peu Ben, près ça. on retrouve ce schéma aussi dans les vampires, hein, puisqu'ils ont besoin des gens vivants pour pouvoir survivre. Donc, pour que leur négativité continue à prospérer, ils ont besoin d'aborder tout ce qui est positif et tout ce qui est vivant, en fait. Et c'est pour ça qu'il existe des histoires, que ce soit dans les couples, que ce soit dans des couples ou pas, hein, dans la vie en général, des gens qui, effectivement, sont tellement happés par cette personne-là, qui, par contre, ne se protègent pas. Alors là, je parle pas de d'ail et compagnie, hein. Je Ou parle de psychologiquement. une protection psychologiquement, soit un écart, soit voilà, soit de prendre des distances, etc. Et ces personnes-là sont parfois happées à leur tour. Et je vais pas dire qu'elles vont devenir vampires énergétiques pour quelqu'un d'autre, mais elles vont être complètement, voilà, bah, en tout cas, vidées de leur énergie bah, primordiale, voilà, en tout cas. Ben, tout ça est très proche aussi des comportements sectaires, hein, qu'on peut retrouver. Oui, oui, absolument. Ah, oui, oui, Voilà, oui. Ah, c'est ça, à large échelle. ah, ça, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a aucun souci avec ça. Et ça, de toute façon, voilà, les sentiers du réel, on parle d'ésotérisme, on parle de fantômes, on parle d'un tas de trucs, mais on est tout sauf sectaire. Ça, il faut bien le dire, un truc. Parce que les sectes sont souvent bah, des personnes qui savent bien parler, qui ont un bagou, qui savent vous attirer avec tous des artifices, et surtout bah, reprendre des sujets que nous, on aime par contre sur la chaîne. Tu vois, c'est ça que ça me Eh dégoûte. oui, l'amalgame peut être vite fait par certaines personnes. Oui, je Voilà. comprends. Graël, pour ne pas le citer, hein, pour voilà, je l'ai transformé exprès son nom. La secte Graël bah, a récupéré le monde des ovnis, par exemple, pour attirer. Dans les années 70, ça se faisait énormément. Alors que les ovnis, par contre, c'est un sujet bah, sérieux, quoi, super intéressant. Et enfin voilà, donc Ouais. il y a toujours des récupérations comme ça. Pardon. Excuse-moi. Comme la presse s'était emparée de tout ce qui était un petit peu occulte dans les années 90, suite aux Oui, événements de Carpentras, où tous les gens qui faisaient du jeu de rôle ou qui écoutaient du black metal étaient forcément des pilleurs de tombes. voilà. Enfin, voilà, il y a toute de mauvaises idées qui sont accolées à tout ça et Ouais. c'est souvent artificiel parce que ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment. On pourra en faire une émission complète Oui. là-dessus parce que effectivement, il y a des choses occultes qui sont pas forcément saines dans la musique Ozzy Osbourne et compagnie, c'est pas un bisounours, hein. Je veux dire, c'est vraiment pas un bisounours. Le mec, c'est pas parce qu'il représente comme ça, il a son, mais vraiment dans la vie, c'est pas quelqu'un de très jojo. Mais par contre, comme tu dis, pas faire l'amalgame. Et ça, les journalistes, les grands médias, comme on les cite toujours, D'accord. sont les premiers à salir de toute façon. En fait, quelque part, ils aiment salir tout. En fait, eux, ils ont inventé le drama, si tu veux, avant l'heure sur YouTube, quoi. C'est de C'est pouvoir, ça, voilà. c'est ça, c'est ça. Donc c'est pour ça que quand on pointe en essayant de vendre modestement en tant qu'auto-éditeur une histoire fantastique, voilà, les gens ont toutes ces connotations négatives un petit peu et c'est pas évident d'arriver à se faire entendre et à faire comprendre qu'il peut y avoir autre chose dans l'histoire qui dépasse un petit peu le cadre simple du vampirisme ou de l'horreur. Mais j'espère qu'à travers cette émission, en tout cas, les oreilles auront été grandes ouvertes et pourront bah, t'apporter, pourquoi pas, bah, le soutien, hein, le support aussi, et puis surtout, voilà, honorer le fait que quelqu'un un jour s'est mis à écrire, à suer de son front et Ben, c'est et comme pour vous ça. apporter vraiment un ouvrage, voilà, qui sort des sentiers, c'est le cas de le dire. Et voilà, vraiment, allez-y, plongez. En plus, c'est vraiment pas cher, donc franchement, Alors, vous êtes. peut-être que quand l'entretien sortira sur YouTube, j'aurai terminé d'écouler les formats papier, puisque j'en avais Ah oui, tiré quelques d'accord. Ok. exemplaires. Mais par contre, il est disponible en e-book, donc je pense que tu mettras tous les liens. Oui, oui, tous les liens sont en description, comme d'habitude, mon cher Donc, Patrice. il sera disponible en e-book. Je peux Oui, dédicacer l'e-book avec grand plaisir. Donc voilà. Il y aura toujours un moyen de se le procurer, quel que soit le support. oui. En plus, bon, voilà, c'est difficilement réimprimable parce que ça demande Oui, il beaucoup de faudrait vraiment que ressources. j'ai beaucoup de demandes et bon, Voilà, j'ai qu'à à moins que moitié. Donc, vraiment, voilà, après, à moins que cette émission peut-être t'apporte 10 000, 10 000 lecteurs supplémentaires, bah, sur les 40 000 on abonnés, tient qu'à vous. ouais, voilà, il n'en tient qu'à vous, comme dit Patrice. Et puis surtout, bah, sur les 40 000 abonnés, je pense que un quart Ah d'auditeurs pourraient oui, être intéressés. même 10%, ça serait parfait. Même 10% serait parfait. Non, bah, c'est vrai que
ça demande l'auto-édition, c'est n'importe quoi. On gagne des cacahuètes, faut quand même le dire. Hein, vous gagnez des Ça cacahuètes. demande beaucoup d'énergie. Hein. Là, ça fait 4 mois que je fais que ça sans arrêt. Mais je Bon, suis content. Les retours sont bons, les livres ont voilà. été publiés pratiquement, donc c'est positif. Allez, magnifique, tant mieux d'avoir transformé, d'avoir su transcender justement, transcender sans faire le jeu de mots avec Transylvanie, transcender quelque chose de relativement négatif, relativement noir, triste, en quelque chose de beau, en quelque chose de voilà, qui donne un certain espoir aussi, faut le dire, voilà, Oui, oui, oui. sans tout dévoiler, bien entendu, sans tout dire, mais c'est vrai qu'il y a quand même un message positif dans le bouquin, rassurez-vous. Sinon, bah, ça n'aurait pas d'intérêt de faire cette émission. Bien sûr, Sinon, bien sûr. voilà. Mais en tout cas, Patrice, merci beaucoup pour en tout cas, ton temps passé sur Bon, l'essentiel du merci à réel. toi, merci à toi, merci à tous les spectateurs de ta chaîne qui vont regarder cet entretien, que je remercie d'avoir aussi Ah ben, regardé. j'espère que les retours seront bons et en général, j'ai une communauté qui est magnifique. Donc, vraiment, on ne doit pas s'inquiéter là-dessus. Donc, je vous fais confiance, chers auditeurs. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner, de liker, de faire des dons aussi. C'est très important si vous voulez voir d'autres émissions, hein, parce que voilà, un petit soutien, un petit like, c'est bien, un soutien, c'est mieux. Donc, n'hésitez pas, les liens sont dans la description. N'hésitez pas donc à vous procurer, eh bien, en e-book, hein, si la version papier n'existe plus, en e-book, le livre, donc Dernier Souffle, par Patrice Ratier, donc par Trici, on va dire, en auto-édition. Donc profitez-en, c'est vraiment une histoire, très très belle histoire de vampire, non pas que justement, mais en tout cas oui, en tout cas une histoire parallèle au monde du vampirisme en tout cas. Et voilà, c'est vraiment très 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 intéressant et vraiment grand merci pour votre écoute. Et moi je vous dis de toute façon à la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission. Salut, salut, ciao, ciao. Au revoir. Et pour soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez également faire un don, soit dans la cagnotte Litchi, soit un don ponctuel, lien dans la description. Merci, à la semaine prochaine.